Bonjour, c'est le plus grand conflit à frapper l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre en Ukraine est dans sa 3e année de haute intensité, la 11e si l'on remonte à l'annexion de la Crimée et au démembrement de fait du territoire ukrainien. À l'heure où la communauté internationale redouble d'efforts dans la recherche d'un cessez-le-feu, un obstacle paraît toujours insurmontable. Comment imposer une paix juste et durable sans l'un des belligérants, la Russie ? Vous nous répondrez dans un instant. Nicolas Tenzer, spécialiste de géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, Notre guerre, est publié aux éditions de l'Observatoire. Et c'est donc un sommet pour la paix, mais sans la Russie, qui s'est réuni sur les bords du lac de Lucerne en Suisse. Pas de grande percée diplomatique, mais un soutien renouvelé au peuple ukrainien et à son président Volodymyr Zelensky. Une rencontre que nous résume pour France 24, Loïc Chalavon. En clôture du sommet pour la paix en Ukraine qui se tenait en Suisse, plus de 90 pays et organisations internationales se sont entendus sur une déclaration commune. Les signataires réaffirment leur engagement pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en fustigeant le président russe Vladimir Poutine, qui n'a pas été convié aux pourparlers. Poutine ne veut pas vraiment mettre fin à la guerre. Il insiste pour que l'Ukraine cède son territoire, même celui que la Russie n'occupe pas aujourd'hui. Il insiste pour désarmer l'Ukraine, la rendant ainsi vulnérable à une future agression. Le communiqué demande également le rétablissement du contrôle ukrainien sur la centrale nucléaire de Zaporijjia et le retour des enfants déportés en Russie. Un succès diplomatique en demi-teinte pour le président ukrainien. Plusieurs pays des BRICS, dont l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite, n'ont pas signé le document, regrettant l'absence de la Russie. Pour les mêmes raisons, la Chine ne s'est quant à elle même pas rendue au sommet. Une absence déplorée par Volodymyr Zelensky, qui a promis que les résultats des pourparlers seraient communiqués à Moscou. Pour nous, le résultat est la chose la plus importante. Le résultat, c'est la fin de cette guerre. La Russie peut entamer des négociations avec nous dès demain, sans attendre quoi que ce soit si elle quitte nos territoires légaux. Il s'agit là d'un simple respect de la Charte des Nations Unies. Les résultats de cette rencontre sont proches de zéro, estime le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans le fond, Nicolas Tenzer, il n'a pas tort. Il n'a pas complètement tort parce que ce sont des déclarations, il n'y a pas de résolution évidemment dans un cadre aussi large. Ce qui est le succès de ce sommet, c'est d'avoir réuni autant de dirigeants, plus de 80, de l'ensemble des pays du monde, y compris des pays du Sud. En termes de résultats, il ne fallait pas s'attendre à grande chose. En revanche, le fait par exemple que la déportation des enfants ukrainiens en Russie ait été mentionnée, c'est un crime contre l'humanité en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, c'est déjà quelque chose bien sûr. L'objectif de Volodymyr Zelensky à travers cette conférence, c'est fédérer une partie de la communauté internationale autour d'une proposition de paix pour la présenter forte de cette légitimité ensuite à Moscou ? Alors oui, d'un certain côté oui, parce qu'encore une fois, l'appui diplomatique était assez clair. Ça montre que vous avez plus de 80 pays concernés par ce sujet. Mais pas les BRICS, pas l'Arabie saoudite. Voilà, mais ça, il fallait encore une fois, il fallait s'y attendre, parce qu'on a un certain nombre d'États quand même, soit révisionnistes, soit autoritaires, soit entre deux, comme le Brésil ou comme l'Inde, qui évidemment ne cautionnent pas cela. Mais malgré tout, vous avez quelque chose d'important. Après, vous avez eu par exemple la déclaration des pays de l'Union africaine. Ouais. Ça, c'était quelque chose de tout à fait important. En revanche, pourquoi l'avoir répété ? Je comprends le président Zelensky et les autres. Sommet pour la paix. Parce qu'en fait, le terme de paix, ça donne l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de négociation ou d'accord de paix avec la Russie, oui. Un régime dont, il faut le rappeler, le président est inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, un crime d'agression, de manière visible. Enfin, je veux dire, les crimes russes, il faut en parler toujours. Comment est-ce qu'on pourrait même s'asseoir à la table avec ce régime ? Je ne parle pas des représentants du pays, un jour où il serait une reddition de la Russie, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, pourquoi ne pas l'appeler plutôt sommet de guerre, au sens où il y a un effort de guerre commun pour défaire la Russie et faire gagner l'Ukraine, ou sommet pour la victoire ? Je crois que le terme même, malgré tout, reste un tout petit peu ambigu et conduit, en fait, la propagande russe à rebondir là-dessus. À la veille même du sommet, Vladimir Poutine lui a fait connaître ses prétentions, que Kiev abandonne son objectif de rejoindre un jour l'OTAN, et aussi ces 4 oblasts, ces régions que Moscou dit avoir annexées, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijjia. Ça voudrait dire en gros l'Ukraine quitte l'Ukraine et on est d'accord avec elle. Enfin c'est vraiment ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une annexion par la force qui a été faite.
déjà d'ailleurs depuis 2014, pour une partie des territoires, la Crimée, une partie évidemment du Donbass, les régions de Donetsk et Luhansk. Et puis il faudrait tout simplement qu'on accepte le fait, c'est-à-dire que vous avez la première, hors cas de guerre mondiale, de révision par la force du territoire depuis l'annexion des Sudètes par Hitler. Et il faudrait accepter cela. Donc, je veux dire, c'est absolument inimaginable. Ce n'est pas évidemment un accord de paix, ce n'est pas une proposition viable. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui a été acté, y compris à l'époque par la Russie d'ailleurs, c'était la CEI, dans la charte de Paris de 1990, qui dit que chaque pays a le droit de choisir ses alliances, y compris alliances militaires. L'OTAN, c'est une alliance défensive. D'ailleurs, si l'Ukraine avait été admise à l'OTAN, on le sait au sommet de Bucarest, je dirais en 2008, eh bien, comme d'ailleurs la Géorgie, ni l'une ni l'autre n'auraient été ensuite attaquées, agressées et pour partie envahies par la Russie. Et oui, car dans les faits, l'Ukraine est en difficulté sur le plan militaire. Dans ces conditions, comment ce sommet a-t-il été perçu à Kiev, Gulliver Krag ? La veille du sommet sur la paix en Ukraine, en Suisse, Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne négocierait que si Kiev acceptait de céder de vastes territoires où l'armée russe n'a pour le moment jamais mis les pieds, comme le métropole de Zaporizhzhia où je me trouve en ce moment. Ainsi, selon beaucoup de commentateurs ici, le président russe a fait un cadeau aux Ukrainiens en leur offrant une riposte toute faite à quiconque les critiquait de ne pas avoir invité la Russie au sommet. Pourtant, la Chine et de nombreux pays du Sud global avaient utilisé l'absence de la Russie comme justification pour ne pas être présent en Suisse. Ce qui fait que l'Ukraine doit avouer que le sommet n'a pas pleinement atteint son but principal, qui n'était pas vraiment de faire des avancées concrètes vers une résolution du conflit, mais plutôt d'afficher un soutien global et de montrer l'isolement de la Russie. Néanmoins, la plupart des commentateurs ukrainiens estiment qu'en accueillant 92 pays, dont 56 représentés au niveau de chefs d'État ou de gouvernement, l'événement a fait assez pour jeter les bases de futures négociations avec la Russie où l'Ukraine et ses positions seraient soutenues par une large alliance. Nicolas Tenzer, on misait beaucoup sur l'aide militaire américaine et les engagements des alliés, notamment européens. Les volumes restent insuffisants d'après Volodymyr Zelensky. Oui, ils restent totalement insuffisants. Je l'ai constaté d'ailleurs chaque fois au cours de mes voyages à Kiev, encore en mars et début juin quand j'y étais. Il est clair que ces volumes s'améliorent, c'est-à-dire depuis le déblocage notamment de l'aide au Congrès américain. 61 milliards de dollars. Alors il n'y a pas 61 milliards d'aide directe pour l'Ukraine, malgré tout, c'est plutôt 14 milliards en fait. Non. Mais ça, c'est quand même une étape qui va permettre d'abord, je dirais, à l'Ukraine de mieux se défendre. Ça arrive très tard, c'est-à-dire si c'était arrivé plus tôt, combien de milliers, voire de dizaines de milliers de vies ukrainiennes sacrifiées pour rien auraient pu être sauvées. C'est quand même ça, je dirais, la réalité que vivent d'abord les Ukrainiens dans leur chair. Ensuite, on sait parfaitement aussi que cette aide permettra peut-être, quand elle arrivera, à l'Ukraine de mieux se défendre, ça permettra au front de mieux tenir. En revanche, cette aide va être totalement insuffisante pour que l'Ukraine puisse reconquérir les territoires. Là, il faut être parfaitement clair, quand on en discute avec un certain nombre de responsables ukrainiens, c'est quand même ça qui est dans leur esprit. Et ils se posent la question, est-ce que véritablement les alliés, la plupart d'entre eux, y compris les États-Unis ou la France ou le Royaume-Uni, sont véritablement désireux de nous aider jusqu'au bout, c'est-à-dire à gagner totalement la guerre, c'est-à-dire à expulser les troupes russes du territoire ukrainien. On permet en gros aujourd'hui aux Ukrainiens simplement de résister, mais pas de gagner la guerre, c'est ce que vous dites. C'est quoi gagner la guerre ? Gagner la guerre, c'est tout simplement faire en sorte que d'abord les troupes russes quittent totalement le territoire ukrainien. Alors les Ukrainiens commencent à le faire d'ailleurs d'eux-mêmes, avec grand succès en Crimée en particulier. Moi je me rappelle des discussions avec des officiels dès septembre 2022 où ils me disaient, mais vous allez voir, la priorité c'est bien la Crimée, pour des raisons à la fois symboliques, pour des raisons de droit, pour des raisons aussi stratégiques, avec la base de Sébastopol évidemment, et ils vont y parvenir quasiment tout seuls, même si quand même maintenant des armes permettent de frapper aussi les territoires occupés en Crimée. Mais ça veut dire aussi que l'ensemble du territoire doit être reconquis, parce que imaginez qu'on ne le fasse pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire qu'on accepte finalement, même sur 5% ou 10% du territoire ukrainien, que la force paye, que le droit international des frontières ne soit pas respecté. Et ça veut dire ensuite que dans ces territoires, chaque fois que vous avez un territoire occupé pour la Russie, c'est la même chose. Dans ces territoires, vous acceptez que des tortures, des exécutions sommaires, des déportations d'enfants continuent. Ça veut dire qu'on donne à Poutine un permis de tuer. C'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'il faut dire les choses de manière peut-être un peu brutale, un peu forte, sans nuance, d'une certaine manière, mais c'est ça. Et donc, il faut absolument que ceci soit le but de guerre, il faut le dire, le prononcer comme ça, le but de guerre, non seulement de l'Ukraine, mais des Occidentaux aussi. Et pour y parvenir, le G7 entend bien donner les moyens à Kiev de se défendre en denier sonnant
et trébuchant, un prêt de 47 milliards d'euros obtenu en récupérant les intérêts des avoirs russes gelés en Occident depuis le début de la guerre. Il fallait y penser. Valérie Astruc. Faire payer Moscou pour financer l'aide à l'Ukraine, c'est ce que les dirigeants du G7 viennent d'annoncer à Volodymyr Zelensky. Leur idée, prêter à Kiev 47 milliards d'euros, une somme énorme obtenue grâce à un mécanisme lié aux avoirs russes. Depuis la guerre, les produits financiers de la Banque centrale russe placés en Occident sont confisqués, montant 300 milliards d'euros. Ces actifs génèrent des profits, environ 3 milliards d'euros par an. C'est cet argent qui rembourserait le prêt à Kiev. En revanche, pas question de toucher aux avoirs russes eux-mêmes, ce serait illégal. Mais les contours de cet accord restent flous. Qui garantira cette dette? Les Européens ou les États-Unis? L'autre inconnu porte sur l'issue du conflit. Enfin, quelle sera la réaction de Moscou? Vladimir Poutine a récemment décrété la confiscation des avoirs américains en Russie. Il pourrait s'en prendre aussi aux intérêts européens. Non, a priori, ça semble simple, hein, Nicolas Tenzer. Pourquoi n'y avoir pas pensé plutôt? Timidité, faiblesse des Occidentaux? Alors d'abord, quand même beaucoup y ont pensé. Je veux dire, il y a un certain nombre de personnes, dont d'ailleurs je suis, qui ont dit depuis très longtemps que ces avoirs, soit 300 milliards, dont 200 milliards en Europe. Sur les 300 milliards, il faut quand même avoir cette proportion en tête. Eh bien, pouvaient être, ils sont gelés pour l'instant, soyons clairs, ils ne sont pas saisis, ils sont gelés, et ils pourraient être aujourd'hui transférés totalement à l'Ukraine. Les raisons légales qui sont invoquées par certains ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas. Certains disent oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour certains pays qui investissent en euros, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques? C'est la position de Mme Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, par exemple. Est-ce que ça ne prendrait pas un risque pour la stabilité financière de l'euro? Mais attendez, de quel pays parle-t-on? On parle d'un certain nombre d'États aussi qui sont des États dictatoriaux. Je pense qu'il est bon aussi de leur envoyer un signal. Et de toute manière, à partir du moment où les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon font la même chose, ça veut dire que ces avoirs ne vont pas s'investir dans les monnaies fortes. Donc concrètement, je pense qu'il faut aller faut aller jusqu'au bout. Cette nouvelle est une bonne nouvelle malgré tout. Il faut aller jusqu'au bout, il faut donner un signal. Quant aux avoirs confisqués, je dirais des entreprises européennes, américaines, etc. J'allais dire que je vois ça avec un peu de schadenfreude. Je veux dire, on était quand même un certain nombre à dire à un certain nombre d'entreprises, attendez, n'investissez pas en Russie. Je veux dire, c'est trop de risques. Je veux dire, c'est leur faute. Ce n'est pas d'avoir d'État, il faut bien le dire, ni d'avoir de banque centrale. Bon, donc ça, et puis deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas du tout la même proportion. Poutine a commencé bien avant qu'il soit d'ailleurs question de geler ses avoirs. Donc, je veux dire, l'argument ne tient absolument pas. Tout cela fonctionne tant que les Occidentaux, bien sûr, affichent un front uni, mais cela pourrait ne pas durer avec la montée en puissance de partis ou dirigeants ouvertement pro-russes. Les Ukrainiens sont inquiets, à commencer par les conséquences de la dissolution, ici même en France, Maya Naissiatagen. Eh bien oui, la défaite du parti d'Emmanuel Macron aux élections européennes, ce serait selon ce politologue ukrainien l'une des pires nouvelles pour l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que selon lui, à partir de maintenant, Emmanuel Macron va se concentrer sur des questions de politique intérieure. Alors même s'il y a eu par moments des tensions entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, eh bien ces deux-là, ils affichent un regard complice, comme sur ces images lors des cérémonies du débarquement le 6 juin. Ils sont alliés. La France, pour l'Ukraine, ce n'est pas qu'un soutien militaire, c'est aussi un soutien diplomatique au sein de l'UE, du G7, de l'OTAN, partout. Déjà, depuis février dernier, Emmanuel Macron assurait à Volodymyr Zelensky vouloir envoyer des instructeurs en Ukraine, un projet qui divise même les alliés. Alors est-ce que le Rassemblement national, s'il accédait à Matignon, mènerait la même politique? Ça inquiète les Ukrainiens car rien n'est moins sûr sur les instructeurs. C'est un non catégorique sur des armes qui pourraient toucher le territoire russe. C'est non aussi, même si depuis quelques jours, Jordan Bardella arrondit un peu les angles en affirmant qu'il ne remettrait pas en cause les engagements internationaux de la France en matière de défense. En même temps, il faut le dire, en termes de cohabitation, les affaires étrangères en général tombent dans ce qu'on appelle le domaine réservé du président. C'est lui qui assiste au sommet européen, par exemple, tous les trimestres. Mais cette spécialiste vous rappelle qu'en cas de cohabitation, ça voudrait dire aussi qu'une fois par mois, au Conseil des affaires étrangères, eh bien, un ministre potentiellement RN siégerait avec une voix qui serait celle de la France, mais complètement différente de celle du président. Au final, peu importe les politiques d'Emmanuel Macron, le RN pourrait avoir les clés du budget, la main sur le budget. Le RN, un parti qui n'a jamais caché ses liens avec la Russie. Vous voyez Marine Le Pen ici reçue
au Kremlin en 2017. Le parti avait reçu un prêt aussi de Moscou. Là-bas, à Moscou, les préférences sur l'issue du scrutin à venir sont assez nettes, à l'image de cette campagne de désinformation qui date d'il y a quelques jours. La Russie a poussé plus de 120 000 messages avec de fausses citations de vraies célébrités. Tout ça dans un seul but, maintenir la population française et européenne dans une opposition à la politique pro-ukrainienne d'Emmanuel Macron. Merci Maya Anaïs Yatagan. Vous imaginez, Nicolas Tenzer, vous la France prendre ses distances avec l'Ukraine ? Mais si vous avez un gouvernement du Rassemblement national, parce qu'à la suite d'une majorité absolue, éventuellement avec des alliances du RN, vous avez un gouvernement de ce type-là, je veux dire, l'Ukraine ne sera absolument pas soutenue. On a vu Giorgia Meloni en Italie se rallier à l'Ukraine. Oui, mais alors sauf que Mme Le Pen et Mme Meloni ne sont pas exactement faites du même bois, si j'ose dire. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, vous avez quand même énormément de personnes, y compris un certain nombre de candidats, sans parler d'élus au Parlement européen de ce parti, qui ont des liens établis, documentés depuis extrêmement longtemps avec la Russie, qui ont, pour certains, été observateurs, entre guillemets, du pseudo-référendum en Crimée, qui sont allés régulièrement, vous savez, parler dans le cadre du dialogue franco-russe, par exemple, enfin, qui ont répondu à des chaînes qui ne font pas mystère de leur complaisance, disons, avec la Russie, etc. Donc, encore une fois, vous avez un parti qui est vraiment lié directement à Moscou. Et effectivement, comme ça a été très justement rappelé tout à l'heure, encore une fois, Emmanuel Macron n'aurait plus la clé du budget. Vous auriez d'ailleurs, même au Conseil européen, si on prend les cohabitations précédentes, vous avez parfois les deux têtes de l'exécutif qui viennent ensemble. Ça, c'est quand même aussi une pratique courante. Vous avez évidemment toutes les possibilités de blocage, parce que vous savez, les cohabitations ont aussi évolué. C'est-à-dire qu'on appelait effectivement le domaine réservé, et de plus en plus, on défend un domaine partagé. Voilà. Pour l'heure, en tout cas, la France va jusqu'à former des pilotes ukrainiens au maniement d'avions de chasse de chez Dassault, les fameux Alpha Jet. Reportage de Dorothée Oliéric pour France Télévisions. Une base aérienne dans le sud-ouest de la France. C'est ici que des militaires ukrainiens suivent une formation de pilotes de chasse. Ce soldat ukrainien n'a que 21 ans. Cela fait 3 mois qu'il est ici. Il va voler avec un instructeur français dans cet Alpha Jet, identique à ceux de la patrouille de France. Avant le décollage, le pilote fait le tour de l'avion avec son mécanicien. C'est toutes les vérifications de sécurité qu'on doit faire avant de partir, qui sont obligatoires avant de partir. Les 10 pilotes ukrainiens en formation ont reçu la consigne de ne pas s'exprimer. Leur apprentissage va durer 6 mois au lieu des 18 mois habituels. Kiev a besoin de nouveaux pilotes le plus vite possible. Ils sont très volontaires. Préparés déjà mentalement, ils sont jeunes, ils ont tous entre 21 et 23 ans, mais ce sont déjà des guerriers dans l'âme. Ils ont déjà connu les combats dans leur pays. Ils sont ici présents pour une seule chose, pour pouvoir retourner chez eux et protéger le territoire national et les leurs. Le programme est adapté au conflit ukrainien. Ils vont à l'essentiel, les vols en patrouille, les tirs, l'interception de missiles. L'objectif, c'est de leur permettre d'acquérir tous les fondamentaux du pilotage de chasse, la navigation basse altitude, dans un cadre tactique, le combat aérien, le tir air-sol, et de leur permettre d'acquérir justement ces qualités, puisque dès 6 mois, ils vont arriver sur un système d'avion d'armes et être projetés en opération. Les pilotes s'entraînent au tir à vue sur simulateur. C'est la manœuvre la plus difficile et risquée lors des combats. Vérifie ta vitesse maintenant. Enfermé 1 heure dans un cockpit, le pilote ukrainien survole virtuellement la campagne française. Un exercice pour acquérir des réflexes indispensables sur le champ de bataille. Voilà, l'objectif à terme, ce sera pour ces pilotes de piloter les fameux avions de chasse américains. Les F-16, bientôt livrés à Kiev, ils peuvent changer, Nicolas Tenzer, le cours de la guerre ? Changer radicalement, non. C'est-à-dire que quand on parle d'une arme particulière, que ce soit d'ailleurs les missiles à longue portée, que ce soit les avions de chasse, que ce soit un certain nombre d'obus, etc., dire que ça va changer à soi seul, non. Ensuite, les avirons qui devraient être livrés, il y en a à peu près une trentaine apparemment. Il y en a 60 qui sont annoncés pour la Belgique en 2028. Bon, voilà, on espère que tout sera fini d'ici là. Donc ça ne va pas changer. En revanche, si on en a, plus malgré tout ça va peser, non seulement pour défendre le ciel ukrainien, ça il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer un certain nombre de cibles, alors suivant le type de missile, soit dans les airs, avions, soit au sol, lance-missiles, sur le territoire russe.
ça ne permettra pas, avec 30 avions, on revient au point que j'évoquais tout à l'heure, de reprendre l'offensive et de taper dans la profondeur pour gagner et avancer sur le champ de bataille. Ça, malgré tout, il en faudrait sans doute beaucoup plus. Mais on va voir encore une fois ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Jusqu'à très récemment, Emmanuel Macron parlait d'envoyer des instructeurs en Ukraine. Il n'excluait pas même l'envoi de soldats. Désormais, avec la dissolution, ça n'arrivera pas. Plus ou pas? Ça va dépendre des résultats. Ça, je ne peux pas les prédire. Voilà, ça dépend effectivement le soir du 7 juillet. Si on a effectivement une majorité absolue RN, évidemment, ça ne se produira pas. Parce que tout simplement, le ministre, à ce moment-là, des armées pourra bloquer. Si vous avez une majorité et, ce que personnellement je souhaite, un gouvernement de coalition entre des socialistes, des écologistes, des partis centraux et des républicains qui n'auront pas fait alliance avec le RN, dans ce cas-là, on peut espérer raisonnablement que le soutien à Kiev continue dans la durée. Mais encore une fois, vous voyez beaucoup de points d'interrogation. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, bat le rappel de ses alliés. Le président russe était en Corée du Nord cette semaine, où il a signé un accord d'assistance mutuelle en cas d'agression avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Écoutez. Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien. Les relations entre nos pays sont fondées sur le principe d'égalité et de respect mutuel des intérêts. Nicolas Tenzer, ce partenariat stratégique global serait d'une nature exclusivement pacifique et défensive, assurent les Russes et les Coréens. Concrètement, ça change quoi? Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses, parce qu'aujourd'hui, vous aviez déjà des accords de coopération majeurs, parce qu'on a effectivement Pyongyang qui fournit déjà des obus, des missiles, évidemment, à la Russie, qui frappent les populations civiles en Ukraine, il faut toujours le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a une complicité dans les crimes de la Corée du Nord, qu'ensuite vous avez déjà la Russie qui aide la Corée du Nord dans tout son programme satellitaire, notamment balistique, donc c'est une aide. Là maintenant, vous avez deux États qui sont des États parias, qui ont une même doctrine nucléaire qui est celle éventuellement du premier usage, qui n'est pas du tout celle par exemple de la Chine communiste, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs Vladimir Poutine l'a dit aussi cette semaine, voilà, il est prêt à revoir la doctrine nucléaire russe. Et donc aujourd'hui, alors il ne faut pas le prendre au mot parce qu'encore une fois, vous savez que la menace nucléaire, ça fait partie, je l'évoquais notamment beaucoup dans le livre, ça fait partie depuis très longtemps, plus d'une décennie, du discours de la Russie pour nous effrayer. Donc n'achetons pas. En revanche, ce qui est certain, que vous avez deux puissances qui veulent détruire complètement le droit international, les institutions internationales, qui sont dans la destruction, qui sont des États, je dirais, qui appartiennent effectivement, j'allais dire, non seulement au passé, mais qui promettent à leurs propres citoyens une absence totale de futur. Ce conflit entre Moscou et Kiev, il trouve ses racines dans l'histoire récente, en tout cas dans la Révolution orange. En 2004, le peuple ukrainien s'était soulevé contre la tentative par la Russie d'imposer la victoire de son candidat, Viktor Yanukovych, à l'élection présidentielle. La suite nous est racontée par Gilles Rabin. C'était samedi dernier au Chili. George Bush et Vladimir Poutine tenaient à afficher leur entente et leur amitié. Dans leur poncho, ils avaient presque un air de jumeaux. Samedi dernier donc, la veille du vote en Ukraine, 3 jours plus tard, ni l'un ni l'autre ne cherchent à cacher leur irritation mutuelle. La faute en revient à Poutine pour avoir voulu féliciter son candidat à la présidentielle ukrainienne dès lundi soir, au moment où tout le monde, américain en tête, dénonçait les fraudes massives. Son candidat, Yanukovych, qu'il avait soutenu ostensiblement pendant la campagne électorale, comme si l'Ukraine était toujours une province russe. Pour les besoins de la cause, Poutine était allé à Kiev avant le premier tour et on avait organisé un défilé militaire grandiose au relent néo-soviétique. Parce que son candidat n'était arrivé qu'en deuxième position après le premier tour, Poutine avait improvisé un deuxième voyage de soutien, une ingérence caractérisée. Vladimir Poutine n'a jamais caché qu'il avait mal vécu la disparition de l'Union soviétique. Les 3 pays baltes d'abord, qui aujourd'hui font partie de l'OTAN et de l'Union européenne, bref pour un soviétique, qui sont passés à l'ennemi. La perte ensuite des terres slaves, Biélorussie, Ukraine, la perte des républiques du Caucase et de l'Asie centrale. Pire, alors que la Russie est empêtrée dans le conflit sans fin de Tchétchénie, la Géorgie voisine se rebelle contre ce qui reste de l'emprise russe. Un peuple qui, sans violence, se débarrasse d'un régime corrompu et compromis. Ce qu'on a appelé la révolution des roses, c'était il y a 1 an, jour pour jour. Poutine prend peur, il craint l'effet de contagion, à juste titre. En Ukraine, les opposants se réclament du précédent et de l'exemple géorgien. Nicolas Tenzer, ces images, elles ont marqué un tournant d'après vous, ou bien Vladimir Poutine avait
dès les années 90, avant même son accession au pouvoir, l'intention de restaurer la Grande Russie. Oui, il avait vraiment cette intention dès les années 90. Il avait dit d'ailleurs en arrivant au pouvoir que la plus grande catastrophe de sa vie, c'était la dissolution de l'Union soviétique. Vous savez, il y a une anecdote assez intéressante. Le 25 février 1994, vous aviez Lennart Meri, à l'époque le président d'Estonie, qui présente un discours, c'était en Allemagne, et où il explique, parce qu'il étudie les textes d'un certain nombre de Russes, pas Poutine à l'époque, qui veulent effectivement reconquérir ces territoires, qui sont dans un révisionnisme total. Et il dit, attention, regardez, c'est un discours prémonitoire extraordinaire. Et Poutine était dans la salle, et au plein milieu du discours, ça a été repéré, il part, il claque la porte. Parce qu'en fait, Poutine avait toujours eu cette idée, d'ailleurs dès 2000, dès sa prise de pouvoir, il le dit, en fait l'Ukraine, la Géorgie aussi, la Moldavie, etc., le Bélarus, n'ont pas droit à une existence propre. Ils n'ont pas le droit non seulement d'être démocratiques, mais Poutine ne considère pas que les autres peuples, que les Russes, c'est pour ça que vous avez tout un narratif sur les Slaves, les peuples frères, etc., ont le droit d'exister. Et ça, c'est très ancien dans l'idéologie de Poutine. Alors, ce n'est pas seulement un néo-impérialisme et un néocolonialisme, ça l'est aussi, mais c'est véritablement une volonté d'asservir les peuples. Et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est quoi? C'est en gros, soit on vous liquide, physiquement, on vous tue, soit vous êtes nos esclaves. Merci Nicolas Tenzer. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver comme chaque semaine sur notre site internet france24.com. Évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.